Nous allons avoir Catherine Sarrazin qui va nous présenter de l'UMR CNRS 7025 GEC de l'UPJV. Voilà. C'est son travail intitulé « Le potentiel des peptides antimicrobiens dans la lutte contre la résistance microbienne ». Donc, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat après la présentation, même pendant et après. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous parler des peptides antimicrobiens, en partie dans la lutte contre l'antibiorésistance, mais pas que. Alors, les peptides antimicrobiens, donc AMP, parce que la présentation est faite en anglais d'habitude, sont produits dans tous les règnes du vivant et sont des molécules de défense. Ils sont produits pour ça. Mais en même temps, ils ont plein d'activités potentielles, plein d'activités biologiques qui va donner des applications variées comme l'utilisation en antivirale, dans la lutte contre certains cancers, bon, dans la protection bactérienne ici, mais aussi dans l'agro-industrie pour la protection des cultures ou la préservation des aliments. Là, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être le côté nouveaux antibiotiques. Alors, pourquoi des nouveaux antibiotiques? Eh bien, parce que, on le verra un tout petit peu après, il existe plein de mécanismes, enfin non, pas plein, il existe, on va dire, 3 grandes classes de mécanismes de résistance aux antibiotiques avec les antibiotiques actuels. Ça peut être la modification ou la dégradation de l'antibiotique ou la bactérie qui modifie la cible initialement prévue, ou encore une modification de la perméation membranaire, soit par une trop grande perméabilité, soit par une accumulation en fait de l'antibiotique. Et puis, un cas un peu différent, c'est la possibilité d'avoir la création de biofilms qui va empêcher en fait le système immunitaire de se mettre en place correctement, entre autres. Alors, qu'est-ce que ça génère? Ça génère une accumulation en fait ici qui va générer en fait des bactéries super résistantes par des transferts de gènes horizontaux dans les souches. Une alternative, ça va être d'utiliser les peptides antimicrobiens parce qu'en fait, ils ne vont pas cibler une enzyme ou un des mécanismes qui est évoqué ici, mais s'attaquer à la membrane plasmique, en particulier à la bicouche lipidique. Alors là, bon, c'est une illustration, on en verra plein d'autres après. Ça a l'avantage d'être une méthode assez rapide et efficace, d'avoir un mécanisme, enfin, de ne pas induire aussi rapidement, en tout cas que ces voies-là, des antibiotiques classiques, des mécanismes de résistance, et ça permet de conserver une sélectivité, comme on va le voir après. Alors pour faire ça, il fallait trouver les peptides antimicrobiens. Alors on a tout d'abord créé une plateforme, un database web server, qui va permettre de sélectionner les paramètres qu'on veut utiliser, qu'on veut choisir. Alors, l'activité, mais plein d'autres paramètres physico-chimiques, ça peut être aussi l'origine, etc. Ça peut aller, vous pouvez sélectionner jusqu'à 60 paramètres. Ensuite, il y a un alignement qui va permettre d'aligner les séquences et de générer des familles. Alors, on va faire des groupes de familles. Et vous voyez, si je prends un exemple ici avec un bon alignement, on a des motifs, c'est-à-dire des acides aminés conservés dans la séquence, dont on peut supposer que justement, ils sont responsables de l'activité antimicrobienne. Et puis d'autres qui marchent moins bien, par exemple. Alors ça, c'est un web server que vous pouvez utiliser qui est accessible, freely accessible. Bon, je ne trouve plus le mot en français. Du coup, non seulement on va pouvoir sélectionner des peptides, mais on peut aussi créer, sur la base de ces familles créées ici, des peptides à façon en fonction de la cible ou de ce qu'on veut, disons, contrer. Ça peut être des propriétés antibactériennes, ça peut être des propriétés anticancéreuses ou des propriétés antifongiques, et c'est ce que je vais développer. Alors, et c'est là qu'intervient notre lien avec le biomimétisme. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va mimer la bicouche lipidique des membranes. Alors, petit rappel sur les membranes, on a peut-être tous encore en tête les cours de Bioche avec le modèle de la mosaïque fluide, un peu amélioré avec ici, on va dire, des domaines, et puis bon, les protéines
Nous, on ne va pas s'intéresser aux protéines parce que dans l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, on a vu que les peptides allaient traverser la membrane. Le tapis vert ici, ce sont les têtes phospholipidiques, voilà, qu'on retrouve dans ce schéma-là, ici, et au milieu, là ici, la partie hydrophobe des chaînes acyles des phospholipides. On retrouve les protéines. Et puis, parmi les lipides importants, il y a aussi des stérols, comme ici le cholestérol dans le cas des cellules animales, qui vont, avec un regroupement particulier de certains phospholipides, créer des domaines dont la dynamique va être modifiée, qui vont pouvoir aussi recruter ultérieurement des protéines, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, qu'on appelle les RAFT ou les radolipidiques. OK, ça c'est le côté animal. Ce contre quoi on va vouloir lutter, c'est plutôt des bactéries ou des champignons. Alors, vous voyez qu'on va retrouver la bicouche lipidique ici, la membrane interne, mais OK, avant, il y a des choses comme les parois qui vont être avec des peptidoglycanes pour les grammes positives, ici des bêta-glucanes, de la chitine, etc. Mais nous, on va vouloir, la cible, c'est ça reste ceci. Tout en considérant qu'on ne doit pas s'attaquer aux cellules humaines, qu'on doit protéger dans le cadre, par exemple, d'une application santé. Et on va utiliser les connaissances de lipidomique sur différents organismes pour mimer ces membranes et ces bicouches phospholipidiques en reprenant la différentes compositions des phospholipides. Alors, là, ici, ils sont classés avec la PE de façon centrale. Bon, là, ici, on retrouve la partie en dessous qui correspond à la partie hydrophobe aux chaînes acyles. Ici, une espèce d'interface avec la partie polaire et le milieu extérieur, où on va avoir les différentes têtes polaires, comme par exemple pour la phosphatidylcholine qui est relativement présente partout. La phosphatidyléthanolamine, avec sa petite charge positive ici, et sa petite tête amine. Et puis, des choses un peu plus spécifiques qu'on va retrouver, comme la phosphatidylsérine et les cardiolipines, ou encore phosphatidylglycérol. Alors, en fonction de la composition qu'on va choisir et en fonction des proportions de chacun de ces lipides, on va pouvoir mimer les différentes cas de figure que j'ai montrées précédemment. Grâce en fait aux propriétés intrinsèques de ces molécules à s'auto-assembler et à former des arrangements particuliers qu'on retrouvera après. Alors, d'autres lipides qui sont importants pour mimer les membranes, du moins auxquels on va s'intéresser, ce sont les stérols, avec des stérols qui sont caractéristiques des différents règnes. Par exemple, le cholestérol majoritairement, enfin, pour les animaux, même s'il y en a un peu chez certaines plantes, l'ergostérol principalement chez les champignons, et puis, mais là on n'en parlera pas, plein de stérols différents pour les plantes. Ces molécules sont relativement semblables, mais il y a des toutes petites différences qui font la différence après dans la spécificité, notamment dans la reconnaissance moléculaire. Alors, quelle est l'approche qu'on utilise? En fait, on va regarder les choses un peu des deux côtés. On va avoir un premier côté qui est de regarder comment se structure un peptide dans un environnement lipidique. Pour ça, on va le regarder par RMN de l'état liquide, avec soit des micelles, soit des bicelles, donc un arrangement un peu plus fourni ici, plus compact en lipides. Et dans cet environnement, on va pouvoir déterminer si le peptide se structure, a une structure particulière ou pas. Et puis, on va regarder les choses d'un autre point de vue, c'est-à-dire celui de la bicouche lipidique. Et ça, on va le faire par RMN du solide, enfin, de la matière molle, en utilisant des bicouches lipidiques d'ailleurs un peu plus réalistes, comme les liposomes, en particulier ici les vésicules multilamellaires. Et du coup, on va pouvoir mimer, par exemple ici, des érythrocytes avec majoritairement des POP, des phosphatidylcholines, et puis pour mimer les bactéries, on va apprendre les traits caractéristiques assez communs qu'on retrouve dans les membranes phospholipidiques des bactéries, la phosphatidyléthanolamine, le phosphatidylglycérol et un petit pourcentage de cardiolipine. Alors, sur la première partie, pour déterminer la structure du peptide, en fait, on va juste regarder par RMN la modification, la variation du déplacement chimique de certaines positions, notamment autour de la liaison peptidique,
du proton alpha, du carbone alpha, et puis éventuellement d'autres positions. Et on va regarder la différence, comment on observe des modifications de déplacement chimique en fonction de l'environnement, en partant d'un milieu aqueux, en ajoutant des bicelles ou des micelles, et on va obtenir ce qu'on appelle un chemical shift index, un indice ici. Et en fonction des variations sur le carbone alpha, sur le carbone qui est juste derrière le bêta, avant ou après, on va pouvoir déterminer si on a des structurations en hélice alpha qui correspondent en fait à une diminution du déplacement chimique de cet hydrogène, une augmentation du carbone et une diminution du carbone bêta. Il faut tout ça pour pouvoir déterminer qu'on a une hélice alpha. Ou au contraire, ici, si on a un feuillet bêta ou rien du tout, c'est-à-dire pas de structure particulière. Du côté de l'ARMN du deutérium, on va regarder comment s'organise la bicouche lipidique, parce qu'en fonction de la composition, on n'a pas forcément la même organisation ni la même dynamique, c'est-à-dire les mêmes mouvements. Alors, on va pouvoir superposer les éclatements quadripolaires qui correspondent, alors ce n'est pas des pics, hein, c'est vraiment, on regarde l'anisotropie du déplacement chimique ici, pour différentes positions. Voilà. Et plus on va loin, ici, on s'éloigne en fait de la tête polaire, plus on a un CH3 qui est mobile et plus on aura un double pic ici étroit. Ça se superpose dans le spectre pour donner un spectre caractéristique comme ceci. Et ce qu'on va quantifier en fonction, par exemple, de la présence d'un peptide, ça pourrait être aussi en fonction de la température, on va quantifier la largeur du spectre et déterminer ce qu'on appelle un paramètre d'ordre qui va nous permettre de déterminer comment bougent les lipides et comment ils sont perturbés ou pas par la présence d'une molécule exogène. Et puis, pour combiner les deux points de vue, on va utiliser la modélisation moléculaire qui va, par exemple, permettre de confirmer, du moins on l'espère, le paramètre d'ordre, c'est-à-dire la dynamique des lipides. En analysant les trajectoires, alors on fait des simulations en tout atome ici, c'est-à-dire que chaque atome est décrit pour reconstituer la molécule. On va pouvoir localiser les molécules qui viennent s'insérer lorsqu'elles s'insèrent, voir si ça modifie l'épaisseur membranaire via la modification de l'air par lipide. Et puis, on peut déterminer des interactions de type liaison hydrogène ou interaction de Van der Waals. Et puis, on peut voir si le peptide garde sa structure ou pas, ou s'il modifie sa structure lorsqu'il vient au niveau de la bicouche lipidique. Alors, on va commencer par un exemple de propriété antibactérienne ici. Et le premier exemple, en fait, que je vais prendre, répond à priorité de l'Organisation mondiale de la santé, qui est de faire face aux bactéries aux superbactéries, donc qui sont en fait des bactéries qui résistent à peu près tous les traitements existants au niveau antibiotique. Et donc, c'est ce qu'on appelle les bactéries ESCAPE, en reprenant l'initiale ici de chacune de ces bactéries. Alors, je vais présenter qu'un seul des peptides ici. Un peptide, donc c'est déjà 2 minutes, je vois apparaître le... Non ? Tout à fait. OK, donc un peptide issu du crapaud asiatique. Pourquoi ? Parce que même si ces peptides bombinin-like sont produits par plein d'amphibiens, celui-là n'a pas de propriété toxique ni hémolytique, en tout cas avérée. Et on a pu déterminer qu'il se structurait en hélice alpha dans un environnement lipidique et déterminer le mécanisme d'action qui n'était pas connu, où l'hélice alpha, grâce à un certain peptide, certains acides aminés positifs ici, vont venir s'ancrer au niveau de la membrane, plonger dans la membrane ici et se retourner pour que maintenant l'interaction avec les acides aminés positifs se fassent avec les groupements phosphates en dessous, cette fois-ci, de la membrane. C'est ce qu'on voit ici dans la version stabilisée.
Et la composition avec laquelle on observe ça, elle est caractéristique des bactéries, de certaines bactéries escape. Bon, alors du coup, je n'ai pas le temps vraiment d'avancer, enfin, je vais avancer très vite. Il existe des peptides antimicrobiens qui, eux, ne sont pas cationiques et qui vont avoir ici, on a observé par RMN, un gradient depuis l'extrémité C-terminale avec une charge négative ici et un gradient de densité électronique jusqu'à l'extrémité N-terminale. Cette situation fait que là, le peptide va arriver comme une flèche ici, va modifier un petit peu l'espacement, ça on le voit par RMN du solide, entre les lipides, pouvoir s'insérer et se stabiliser un petit peu bizarrement, on le voit ici, et dans la version finale, l'hélice se retourne et vient se stabiliser avec la tête polaire de certains lipides qui se renversent. Voilà ce qu'on a pu montrer avec la modélisation. Donc, du coup, je passe sur les peptides anticancéreux. Merci, puis la conclusion. Voilà. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est que ce n'est pas forcément uniquement une histoire de charge et d'interaction électrostatique parce qu'il y a des peptides qui n'ont pas la charge classique cationique pour interagir avec la tête phosphate, que la membrane induit une structuration, enfin l'approche de la membrane induit une structuration qui, en plus, peut permettre d'éviter l'agrégation des peptides, que la tête polaire est super importante et que la composition, et ça c'est ici des peptides qu'on peut choisir, a une importance capitale pour déterminer le mécanisme d'action. Et notamment aussi s'insérer au niveau de certains lipides en fonction du rayon de Courbure. Dernière chose à prendre en compte, en plus de la charge, c'est l'encombrement ici de la tête polaire. Voilà. Bon, du coup, j'étais un peu vite. Donc, le PI qui mène les études, notamment en RMN du liquide, c'est Nicolas D'Amelio qui aurait dû faire la présentation aujourd'hui. Les doctorants et postdoctorants avec lesquels nous menons ce travail. Et puis, un petit clin d'œil à Manu d'ailleurs qui est présent pour le travail sur la modélisation. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre présentation. Du coup, on a 2-3 minutes pour les échanges et pour vos questions. Pour l'instant, il n'y a aucun message, aucune question dans le chat. N'hésitez pas à être bavard. Bah, après, s'il n'y a pas de questions, on va se dire que s'il n'y a pas de questions, je peux peut-être la dire oralement, j'irai plus vite que d'essayer. Super. Félicitations Catherine pour ce très très joli travail. Peut-être une question un peu béotienne, mais quelle influence, en fait, on a vu beaucoup les peptides, les charges et tout, mais tu as abordé un petit peu dans la conclusion, mais la nature de ton objet lipidique, est-ce que tu as une différence, c'était sur la forme sur la taille de l'objet, sur le fait que ce soit une bicouche ou une micelle? Est-ce que alors, ça, cette partie-là, effectivement, c'était plutôt une mise en garde de ne pas tirer de conclusion sur l'interaction avec une membrane lorsque on travaille avec les bicelles et avec les micelles qui sont plus là pour créer un environnement lipidique, pour déterminer la structuration du peptide, mais qui pourraient créer des biais parce qu'on n'a pas le même compactage et voilà, qui donc biaiserait un petit peu l'interprétation sur l'insertion. Vous avez essayé de corroborer les résultats que vous avez déjà eus avec les essais d'inhibition de croissance sur des bactéries déjà ou pas du tout? Ah oui, alors pour certains peptides, ils ont déjà une activité avérée. Et donc, ça, c'est juste parce que le mécanisme a été mal décrit. Pour d'autres, effectivement, avec Isabelle Gosselin, il y a des tests antimicrobiens qui ont été faits. Et puis, pour les anticancéreux, c'est fait dans l'équipe Laurent Martini, Manuel Daucher à Reims. Voilà. D'accord. Et ça coïncide bien. Ça colle. Ouais, ça colle. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise. Super. J'ai coupé mon micro. Pas d'autres questions? Bon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat.
contacter Catherine si vous avez besoin de plus amples informations.